Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien l'écran. On va démarrer d'ici quelques secondes. Donc on va démarrer. Donc merci d'être là ce soir en remote pour ce webinaire qui va parler de Vault, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, on va essayer de devenir un peu un ninja au travers de Vault. Et j'en profite aussi de cette présentation pour vous faire voyager un petit peu. J'ai mis quelques photos du Japon, donc je remercie Christophe Gasmi euh, pour ces photos du Japon. Comme ça va nous faire changer un petit peu du confinement et qu'on visite un petit peu en dehors de notre appartement un autre pays. Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Mehdi Laruelle, je suis consultant cloud et automatisation à D2SI. Ça veut dire plein de choses et rien dire à la fois. Ça fait 3 ans que je travaille sur AWS. J'ai une affinité sur le cloud avec AWS. Donc, ça fait 3 ans que je travaille sur de la production, accompagnement du client, vraiment accompagner, répondre à des problématiques de production. Et l'automatisation, bah, je le fais au travers des outils tels que HashiCorp. Donc, j'utilise Terraform, Packer, et même d'autres outils d'HashiCorp comme Ansible. Et notamment, bien sûr, Vault durant bah, l'automatisation de toute la partie sécurité. Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis à Revolve, anciennement des deux ici. Donc on a changé de nom il y a quelques jours de cela, hein, ça fait même pas une semaine. Donc, si vous dites bah, qui est Revolve, j'avais cliqué sur le lien, c'était des deux ici. On a changé de nom, voilà, c'est Devoteam Revolve maintenant. Donc, on est partenaire, plutôt Revolve est partenaire avec AWS. Donc, on a énormément de certifiés. On est training partner, on donne des formations officielles à AWS, etc. Et on est surtout partenaire avec HashiCorp. Et notamment, on a quelques HashiCorp user group. Et petit mot sur cette présentation, je suis aussi fan de Dodge, le même. C'est pour ça que pour ceux qui se posent la question, voilà, que fait ce même-là? Voilà, c'est parce que j'apprécie le même. Donc pour l'ensemble de ces démonstrations, vous avez donc je vous ai mis le QR code notamment, mais vous pouvez accéder à mon GitHub, libre accès comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire un git clone, reproduire les démonstrations que je vais vous montrer aujourd'hui, ce soir plutôt, et refaire ça chez vous, même plus tard. Donc c'est GitHub, sur GitHub, Mehdi Laruelle attaché, et vous devrez me trouver. Normalement, vous avez un repo, et ça va être le repo Vault Demo. Donc au programme ce soir, donc quand même l'objectif c'est de devenir un ninja, mais on va quand même commencer par quelques introductions. Notamment l'introduction de Vault. Pourquoi Vault? Dans quel contexte? À quoi sert l'outil? Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Vault, ne vous inquiétez pas, on va faire quand même un discours autour pour vous montrer ce que c'est et en quoi ça aide. On va voir la vision de Vault côté Ops, mais aussi côté Dev, hein, pour avoir vraiment les deux visions. Donc si ce soir il y a des Devs et des Ops, ben, ne vous inquiétez pas, on va essayer de voir ces deux visions-là. Et enfin, une fois qu'on a introduit un peu tout ça, on va essayer de mettre en place les étapes, étape par étape, pour devenir un ninja. Et une fois qu'on aura vu tout ça, bah, quelles sont les étapes suivantes? Puisque, bon, je n'ai pas plusieurs journées pour faire cette présentation-là. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer bah, les tips potentiellement de comment on pourrait améliorer ça par rapport à ce que je vous ai montré. Et on va commencer avec une introduction de Volt. Alors, on a tous été confrontés à ce genre de problème qui est bah, dans n'importe quelle entreprise, n'importe où on va, on a toujours un problème de secret. Le secret traîne un peu partout, dans les mails,
à droite et à gauche. Et quand j'assistais aux HashiConf à Amsterdam d'HashiCorp, et moi je suis tombé sur ça à l'hôtel, c'est Tell Me All Your Secrets, et je trouvais ça assez fun puisque bizarrement, même en dehors de l'environnement en informatique, on retrouve un peu cette notion de secret un peu partout. Et au final, que ce soit un secret informatique ou autre, ça a toujours vocation, et même l'histoire nous l'a montré, que les secrets doivent être cachés quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça, je me suis inspiré un peu des ninjas durant cette présentation. Donc la problématique, vous allez dans une entreprise et qu'est-ce qu'on retrouve généralement dans les entreprises? Un mail. Typiquement, on va vous donner les accès où on va vous dire, voilà, vous avez accès à votre base de données, voici l'username et voici le password. Donc premièrement, on a username, password qui sont dans un mail qui n'est pas forcément propre. Si quelqu'un tombe dessus, voilà, transfert ou même reply ou autre. Donc ça peut causer des soucis. Et même si on sépare ça, ça résout pas forcément le problème. C'est que est-ce que l'email est un endroit où on peut stocker des mots de passe de façon sécure? Généralement, on reçoit ce genre de choses, on supprime le mail et on le met quelque part. Donc ce quelque part, c'est où? Et puis, donc, on envoie ce mail-là généralement au développeur avec username, password, et on retrouve potentiellement ces secrets-là dans le code. Et donc, qui dit code dit forcément, on aura à un moment donné, on va le pusher ce code-là sur un Git, et ça peut être potentiellement un GitHub sur des repos publics. Et donc, le nombre de comptes AWS où on avait Access Key, Secret Key qui se sont fait entre guillemets pirater, il y en avait un paquet. Et la problématique, c'est justement de résoudre ces deux problèmes. La propagation du secret, comment je délivre un secret de façon sécure, et deuxièmement, faire en sorte que ce secret n'apparaisse pas dans le code sur un GitHub ou autre. Donc pour ça, ce soir, nous allons utiliser Vault et Terraform. Donc Vault qui va être la solution de centralisation des secrets, et Terraform qui va nous servir à déployer l'infrastructure, mais aussi provisionner le Vault. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est plutôt intéressant d'utiliser ces deux outils-là, puisqu'ils sont des outils d'HashiCorp. Et donc, l'implémentation de ces deux outils est plutôt bien. Pour ceux qui ont déjà utilisé Terraform, vous avez l'habitude d'utiliser Terraform avec des providers cloud comme AWS, Azure, GCP. Et ce soir, on va utiliser le provider Vault qui existe, qui nous permet de configurer le Vault en question. Maintenant, on va essayer maintenant qu'on a le contexte, on va essayer de voir en tant que Ops, à quoi ressemble le Vault, qu'est-ce que ça nous amène. L'architecture côté Vault, ou du moins c'est ce que HashiCorp nous recommande en termes d'architecture, c'est ce genre de choses. Donc si on est sur un contexte cloud, on va utiliser plusieurs AZ. On va avoir un minimum 3 nœuds Vault pour assurer la haute disponibilité. Comme ça, si un nœud tombe, on aura toujours au minimum 2 nœuds, et donc on sera en haute disponibilité. Le Vault, c'est un peu comme si c'était un proxy. Il va s'occuper de chiffrer, déchiffrer la data, etc., etc. Mais le Vault a besoin de stocker cette data-là. Donc, pour ce stockage-là, on peut utiliser Consul en tant que cluster, en tant que serveur, pour l'utiliser en ce qu'on appelle le storage backend. Et ce storage backend, on va déposer la data, donc qui sera chiffrée au travers de Vault. Et donc pour faciliter les échanges avec ce cluster-là, Consul, on va utiliser les Consul agents qui vont nous permettre, tout simplement, s'il y a un nouveau nœud Consul qui apparaît en tant que serveur ou autre, automatiquement, ça va être transparent au travers de cet outil qui est Consul agent. Donc c'est vraiment ce que HashiCorp recommande sur une architecture de production. Voilà à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, il faut savoir que vous avez la possibilité d'utiliser d'autres storage backend, et je vais y revenir juste après. Et justement, aujourd'hui, on a la nouvelle version de Vault qui est la version 1.4 qui est sortie il y a quelques semaines de ça, donc c'est assez récent, où vous avez la possibilité de dire, en fait, le storage backend, ça va pas être que Consul, on va éviter d'utiliser Consul. Et pour ce faire, on va utiliser Vault en tant que storage backend lui-même. Et donc, on va assurer et se dire, la data qui va être chiffrée par Vault, on va la stocker dans les différents nœuds Vault. Et donc, ce qui va nous amener à potentiellement avoir beaucoup plus de serveurs Vault,
puisque on va avoir ce même effet que Consul, hein. Le protocole est basé un peu sur la même technologie que Consul. Et donc, on va, si on veut parler de haute disponibilité, avoir 5 nœuds Volt ici, donc un peu plus de nœuds Volt que précédemment. Pourquoi? Parce que c'est un système de quorum, etc. Donc, on va toujours fonctionner par palier de 3, 5 et plus. Donc, vous avez la possibilité donc soit d'utiliser Consul, c'est ce que recommande HashiCorp, ou deuxième recommandation, donc l'architecture V2, c'est de se dire, bon, bah, le stockage va être géré côté Volt aussi. Pour le storage backend, on en a bien d'autres encore. Donc là, je vous ai fait une liste de l'ensemble des storage backend. Il faut savoir qu'il y en a certains qui sont disponibles en haute disponibilité. Donc, si vous voulez utiliser Volt en haute disponibilité, eh ben, le choix se restreint à ce que vous voyez à gauche. Et si vous partez sur un environnement de dev où vous avez un seul nœud Volt, etc., vous pouvez partir sur les solutions de droite, donc qui n'intègrent pas la haute disponibilité. Sur les solutions qu'on a ici, on a une recommandation côté HashiCorp en plus qui consiste à dire, bah, en fait, il y a sur ces backends de stockage des backends qui sont supportés par HashiCorp et d'autres qui ne le sont pas, qui vont plus gérer côté communauté. Donc, si vous voulez avoir un support côté HashiCorp et en même temps garantir le fait que le storage backend que vous allez utiliser est compatible et maintenu par HashiCorp, eh ben, ça réduit le choix là aussi. Comme on peut le voir, bah, côté nos HA, on va avoir en fait tout ce qui est en RAM ou même stockage fichier. Donc, c'est pas des choses qui vont nous intéresser en production. Et en plus, ça ne supporte pas la haute disponibilité. Et côté haute disponibilité, on a deux choix, et c'est pour ça que je vous ai parlé des deux architectures précédentes, Consul et Vault, qui sont des outils d'HashiCorp et qui supportent notamment le HA et supporté par HashiCorp aussi. Donc, si vous voulez partir vraiment sur de la production pure et que vous voulez avoir un support côté HashiCorp, ça va aller sur ces deux technologies-là. Si vous n'avez pas de préférence, vous pouvez partir sur n'importe quelle autre technologie. Si vous êtes sur AWS, une DynamoDB, si vous avez du MySQL ou même du etcd v3, vous pouvez l'utiliser sans problème. Ce qui compte, c'est que le Vault, comme je vous dis, va faire proxy, il va juste stocker la data sur le storage backend. L'architecture, à quoi elle ressemble au final, bah, vous allez avoir un load balancer, typiquement, où vous allez distribuer ce trafic-là sur les volts. Et parmi les volts, en fait, vous allez avoir un qui s'appelle le primaire, le volt primaire, et les autres qui sont en stand-by. Donc les autres vont faire office de proxy, ils vont juste rediriger l'ensemble de la data sur le volt primaire. Si le volt primaire tombe, à ce moment-là, un des stand-by va prendre la relève et va passer primaire. Maintenant, comment ça fonctionne tout ça? Côté Ops. Donc, je vais avoir ici mon application qui va avoir donc ce qu'on appelle le Secret ID, Role ID, etc. Donc, des informations d'authentification qui vont être fournies de différentes manières pour que mon application puisse se connecter au travers du Vault et récupérer un token pour que derrière, au travers de ce token, elle récupère ses secrets. Et donc pour ça, on va utiliser plusieurs méthodes d'authentification pour notre application, mais aussi en tant qu'utilisateur, en tant que Ops et admin. Et donc pour ce faire, on va donc avoir en tant qu'utilisateur plusieurs méthodes. On peut avoir le LDAP, on peut avoir le Radius, JWT, GitHub, etc., etc. Donc plusieurs méthodes qui sont beaucoup plus user physique friendly, on va dire. Côté application, bah, les méthodes changent, puisqu'on va avoir d'autres besoins. Donc, on va avoir potentiellement une authentification plutôt avec des certificats TLS. Soit mon application tourne dans Kubernetes, donc je peux utiliser l'authentification Kubernetes, JWT, où je peux même me baser sur tout ce qui est cloud provider, donc Alibaba Cloud, Azure, AWS, GCP, ainsi de suite, ou encore même d'autres méthodes. Dans cette présentation, on va se focaliser sur la méthode AppRole, qui est propre à Vault, qui consiste à authentifier une application au travers d'une pipeline. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre méthode si vous le souhaitez. Une fois que mon application s'est authentifiée auprès du Vault, elle va interagir avec ses secrets. Donc, comment
fonctionne l'interaction avec ces secrets-là? Eh ben, on va avoir plusieurs catégories de secrets. On va avoir les secrets statiques, les secrets dynamiques et l'encryption as a service. Le secret statique, comme son nom l'indique, vous allez juste déposer le secret tel quel, rien ne change, sous format, par exemple, key value. Donc c'est statique, rien ne va changer. La rotation est à gérer de votre côté. Les secrets dynamiques, c'est cette fois-ci, vous allez déposer votre secret côté Vault, ou plutôt c'est Vault qui va générer le secret pour vous, et vous allez avoir ce qu'on appelle un TTL sur le secret. Dès que le TTL expire, le secret expire. Et donc, si vous avez besoin de nouveau de ce secret-là, Vault va le générer. Les secrets dynamiques, souvent, on les appelle Secret as a Service, qui consiste, en fait, j'ai besoin d'accéder à un service quelconque, j'ai besoin d'un secret, Vault va générer ce secret-là pour la durée de mon accès au service, par exemple une base de données, et du coup, je vais avoir un TTL de 2-3 heures, et une fois que mon opération est terminée, Vault va révoquer ce secret-là. Et enfin, l'encryption as a service consiste à Vault, Vault va s'occuper de la partie chiffrement-déchiffrement de la data, mais en plus de ça, va s'occuper de tout ce qui est clé de chiffrement et déchiffrement, la rotation qui va avec, etc. etc. Donc, au lieu de gérer des clés de chiffrement-déchiffrement, ça va être Vault ici qui va le faire. Et donc, pour ça, on a plusieurs méthodes. Donc, pour les secrets statiques, on n'a qu'une méthode qui va être la key value. Donc, je stocke mon secret avec une clé et une valeur qui lui est propre. Par exemple, la clé va être username et la valeur, le nom de mon utilisateur. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir. Les secrets dynamiques, où là, on va avoir plusieurs sous-catégories. Donc, on va avoir les secrets de type cloud, AliCloud, AWS, GCP, etc. Donc, par exemple, pour AWS, pour ceux qui connaissent, ça va être Access Key, Secret Key. Ça va être Vault qui génère cet Access Key, Secret Key. Très pratique si vous avez des serveurs on-premises qui souhaitent accéder à AWS et que vous voulez faire la rotation de ces secrets-là, c'est Vault qui va générer ces secrets-là à la demande. Côté technologie, on va avoir l'Active Directory, on va avoir Consul, Nomad, RabbitMQ et Database, donc qui prend en compte plusieurs databases. C'est ce que nous allons aussi voir aujourd'hui. C'est pour ça que je n'en parle pas plus en détail. Et les autres technologies, donc PKI, SSH, One-Time Password, etc., etc., qui vont nous servir notamment, si vous voulez générer un certificat, on prend par exemple PKI, vous avez un certificat privé à votre entreprise, vous voulez générer des sous-certificats pour des applications, vous avez une CI/CD, et c'est toujours problématique de générer ces certificats-là en production, et Vault peut le faire à votre place, il peut s'occuper même de la rotation, et ça c'est le sujet d'un autre talk que je vous laisserai voir plus tard. Il y a déjà des personnes d'HashiCorp qui ont fait ce talk-là, et vous avez pas mal de documentation là-dessus aussi. Et enfin, le dernier qui est l'encryption as a service. Donc, vous avez le transform qui est tout nouveau, qui est apparu récemment, qui consiste par vous allez lui envoyer une value et Vault va, en fonction des informations que vous lui avez indiquées, va tout simplement transformer cette valeur-là et va masquer les valeurs sensibles. Donc, si vous avez une carte bancaire et que vous voulez masquer ces informations-là qui sont sensibles, le numéro de carte notamment, Vault peut le faire à votre place. Et enfin, la deuxième méthode qui est Transit. Transit, ça va être vraiment un secret engine qui va nous servir ici pour la partie encryption as a service pure, qui va chiffrer, déchiffrer la data. Donc, notamment si j'ai des valeurs très importantes à mettre en base de données comme les salaires ou autres, et que je veux chiffrer cette colonne-là, Vault va m'aider à chiffrer cette valeur-là. Donc côté Ops, comment ça fonctionne? Donc je push mon code, mon infrastructure as code au travers d'un Terraform ou autre dans une CI/CD. La CI/CD va l'exécuter. Et lorsque cette CI/CD va s'exécuter, elle va lancer du Terraform qui va déployer mon infrastructure as code. Cette infrastructure as code, elle va notamment créer une base de données. Elle va aller provisionner aussi le Vault pour mettre en place des policies. Voilà, je déploie une application. Mon application doit avoir accès en fait au Vault pour accéder à ses secrets. Donc, je vais écrire des policies. Et notamment, quand je crée une base de données, j'ai aussi le mot de passe de la base de données. Ce mot de passe-là, je vais aller le stocker dans le Vault. Donc, tout ça de façon automatisée. Donc, je crée l'infrastructure, j'ai des secrets, je vais stocker ces secrets-là dans le Vault.
Donc maintenant, on a vu comment ça fonctionne côté euh, Opera Ops. Maintenant, on va essayer de voir côté dev. Ben, en tant que développeur, moi, j'ai mon application. Ben, comment ça se passe quand je veux utiliser Vault ou quand je déploie mon application? Quel est le changement que Vault va apporter? Ce soir, nous allons donc nous baser sur la méthode AppRole. La méthode AppRole est une méthode côté Vault qui nous permet de nous authentifier auprès du Vault. Donc, comment ça se passe? Globalement, on va avoir un administrateur qui va générer le role ID et le secret ID. Et ce role ID, secret ID doit être délivré côté application. Alors, comme vous pouvez le voir ici au niveau du 4.5, on ne va pas aller le délivrer comme ça en production. C'est pas sécurisé de tout mettre d'un coup. On a plusieurs méthodes pour sécuriser ça, notamment tout ce qui est avec pipeline. Si vous voulez vraiment sécuriser cette méthode d'authentification, le challenge ici, ça va être de transmettre le role ID et le secret ID dans mon application. Donc, on a énormément de méthodes pour mettre en place, etc. Et on va passer au travers d'une pipeline. Moi, ici, dans cette démonstration de ce que je vais vous faire ce soir, je vais utiliser cette méthode-là. Bien sûr, je n'implémente pas les méthodes best practice parce qu'il me faut plus un environnement beaucoup plus riche, notamment avec une CI/CD, etc., pour vous faire vraiment un exemple, et ça mérite un talk en lui-même. Ici, je vais juste voilà, vous expliquer que j'utilise cette méthode-là. C'est une méthode universelle, peu importe l'environnement où vous êtes, que vous êtes sur le cloud, que vous êtes on-premises, que vous êtes même sur OpenStack, ça ne changera rien. La méthode reste la même. L'objectif, c'est de délivrer un role ID et un secret ID, et mon application va s'authentifier sur le Vault avec ces deux informations-là. Comme on l'a vu précédemment, une fois que mon application est authentifiée, elle récupère un token et avec ce token, elle va pouvoir interagir avec le Vault pour récupérer ses secrets. Donc côté dev, là c'est un exemple d'implémentation côté pipeline, etc. dans les best practices. Donc je vais avoir l'Ops qui va envoyer le role ID à mon dev. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons d'automatiser le process. Si c'est juste pour vous montrer que on va envoyer le role ID par un intermédiaire et le secret ID par un autre. Donc mon ops envoie le role ID à mon dev, le dev enregistre ce role ID, il push son code, donc il enregistre au niveau applicatif, il push son code dans une CI/CD, la CI/CD processe le Terraform, là c'est comme d'habitude, et ce Terraform là en fait va récupérer le secret ID dans le Vault. En fait, ça va être la pipeline qui aura le droit de générer ce secret ID et de l'injecter ensuite dans l'application. Donc ça permet de dire mon ops il a le droit juste de générer le role ID et ma pipeline ici aura juste le droit de générer le secret ID. Comme ça, il n'y a qu'au moment du déploiement, au moment où l'application va se lancer, qu'elle aura les deux informations qui est le role ID et le secret ID pour s'authentifier. Donc maintenant qu'on a mis un peu le contexte et ce qu'on va utiliser, maintenant, on va essayer de définir ensemble quelles sont les étapes pour devenir un ninja et comment, avec une application, on va être en capacité de masquer tous ces secrets-là. Première étape qui semble des fois oubliée, mais qui est quand même la plus complexe, c'est de trouver les secrets. Parce que souvent, on a l'habitude de mettre les secrets dans le code et à un moment donné, en fait, on ne fait plus attention et le code se retrouve avec plusieurs secrets et voilà, on ne fait plus attention. On push même sur GitHub et on se rend compte plus tard que notre compte AWS a été utilisé par un tiers qui a récupéré les credentials au travers d'un GitHub. Donc, première étape, c'est déjà identifier les secrets, que ça soit de façon automatisée ou pas, que ce soit une personne qui fasse une relecture du code ou un outil qui va détecter ces credentials dans le code. Une fois qu'on a identifié ces secrets, l'objectif, c'est de nous dire, on va récupérer ces secrets-là, on va le déposer dans le Vault. On va donc externaliser ces secrets dans le Vault. L'objectif, c'est que l'application soit focus sur le code applicatif, la partie métier, et que les secrets, ça va être quelque chose d'autre qui va le gérer. Le cycle de vie des secrets n'est pas forcément le même que celui de l'application. Donc, c'est un cycle de vie différent. C'est aussi quelque chose qui est indépendant du code, qui dépend d'une infrastructure, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on doit extraire du code. Une fois qu'on les a extraits, on va voir si on a possibilité, je dis bien possibilité, des fois c'est pas souvent le cas, de rendre ces secrets dynamiques. Et en les rendant dynamiques, on va faire ce qu'on appelle la rotation et donc avoir un système de secret as a service, faire en sorte que même l'opérateur, en fait, au final, ne connaisse même plus le secret qui est derrière et que personne, à l'exception du Vault, connaisse le secret et que l'application arrive quand même à tourner derrière.
Et une fois qu'on arrive à cette étape-là, là, on arrive sur le master ninja qui consiste en fait à chiffrer la data au travers du vault. Donc, même si j'arrive à me connecter avec ma base de données avec des credentials en rotation continue, et ben, je vais être en capacité de quand même chiffrer la data et que même si j'ai 10 applications qui accèdent à ma base de données, ben, il n'y en a qu'une seule qui arrive à déchiffrer cette data-là, notamment, qui va être par exemple l'application RH qui consiste à voir tout ce qui est salaire ou autre de mes employés. Donc c'est parti, on va démarrer sur ces étapes-là hein, qui vont faire de nous un ninja au niveau de notre application. Et bah, la première étape consiste quand même à démarrer, à chercher son secret. Et donc pour ça, on va donc je vous ai mis le QR code de mon repository hein, qui pointe sur la step 0, qui est vraiment l'étape d'identification. Donc ici, vous pouvez aller directement sur, pour ceux qui veulent le faire, sur le repo en question, step 0, et c'est là où je vais juste analyser. Donc je ne vais pas faire d'action à proprement parler, je vais juste vous montrer comment l'application fonctionne, comment elle est codée et potentiellement où est le secret, même s'il va être très rapidement lisible. Hop là. Donc j'espère que tout le monde voit, donc je vais quand même zoomer un petit peu. Voilà, ça ne devrait pas poser de problème. Donc là, je suis sur mon repo en question. Je vais aller sur la step 0 et je vais identifier donc déjà un peu l'application. Donc j'ai plusieurs choses. Je vais avoir un Dockerfile qui va pouvoir builder mon conteneur. Donc toutes les démonstrations se font sous conteneur. Donc que vous soyez sur Linux ou Windows, tout est possible. Vous avez un README sur comment lancer, etc. Donc je vous laisse hein, pour les plus curieux. Sur le Docker Compose, ça va déployer notre application ici. Donc le Docker Compose est assez simple. On va utiliser un Vault ici en 1.4.1 et on va avoir une base de données qui va être une MySQL 5.7 et mon application web, donc mon serveur PHP qui va héberger ce code-là, qui va être dépendant de ma base de données. Au niveau du code, donc le code est stocké côté web dans index.php. Au niveau de l'index.php, donc on voit très rapidement où se situe déjà la problématique au niveau du secret, ligne 16. Donc on voit que le mot de passe est écrit en clair, dev. Et donc notre objectif, c'est d'extraire ce secret-là pour plus qu'il apparaisse dans le code de façon brute et qu'on soit en capacité de le mettre dans le vault. C'est ce qu'on va faire dans l'étape d'après. Sinon, globalement, comment fonctionne l'application? Donc plutôt simple, elle va juste aller se connecter en base de données et va écrire dans la base de données et récupérer ces valeurs-là et les afficher sur une page. Qu'est-ce que ça donne? Donc si je fais un Docker Compose up, hop, et que j'ouvre, ça arrive, et que j'ouvre donc mon application, je suis un peu trop rapide, on aura quelque chose comme ça qui va ressembler. Donc, potentiellement, on va avoir donc notre vault qui va se lancer ici, donc avec quelques informations, etc. Donc on le verra plus tard hein, sur la partie automatisation, etc. Et on va avoir une connexion base de données qui ne fonctionne pas ici. Donc là, c'est l'effet démon, comme on peut le voir. J'ai beau essayer à chaque fois de tester avant, on a toujours des petits soucis. Ce qui arrive bien. On va juste relancer le Docker Compose. Et ben, j'ai pas de conteneur qui veut démarrer. C'est normal, donc on a bien stoppé tout. Et donc là, on relance. Peut-être les résidus d'un test ou chose comme ça précédent. Voilà. Et ça ne fonctionne toujours pas. Donc on va voir dans les étapes suivantes. Là, l'objectif, c'était juste de vous montrer l'application, à quoi elle ressemble. Là, on n'aura pas l'occasion dans cette step 0. On va le voir par la suite. Hein. Qu'est-ce qui cloche par rapport à ça.
Donc là, le plus important, c'était juste au niveau du code. On a identifié où est le secret. Donc là, l'objectif, on va essayer de voir comment on peut masquer ça de notre code. Donc maintenant, l'objectif, on sait où est le secret, c'est qu'on va essayer de le déposer cette fois-ci dans le vault. On va l'extraire. Donc, pour ça, on n'a pas le choix, on va modifier légèrement le code. C'est de supprimer le secret apparent. Et ici, on va essayer de le faire, de le récupérer et de le mettre en variable d'environnement pour que l'application, au démarrage, récupère ce secret en variable d'environnement. C'est parti. Deuxième démo. Alors, potentiellement, j'ai peut-être lancé Docker Compose dans le dossier web, donc c'est pour ça qu'il n'était pas très content. Donc je vais juste relancer la step 0 pour que vous voyez l'action. En attendant, à droite, je me dirige sur la step 1 sans le lancer pour le moment. Donc on a déjà beaucoup plus de choses qui se lancent à gauche, qui est plutôt bon signe. Alors juste pour vous montrer quand même à droite, en attendant que ça se lance correctement. Donc cette fois-ci, je vais différencier deux choses. Donc d'une part, mon Docker Compose, qui est toujours la partie infrastructure, ça va vraiment représenter mon infrastructure. Donc là, ici, je vais lancer juste le Vault, la base de données, et le Terraform qui va configurer le Vault au démarrage. Donc, où est stocké mon Terraform? Il est stocké dans le dossier Terraform. Donc, pour les plus curieux, vous aurez l'occasion de regarder le code Terraform pour savoir à quoi il ressemble. Et de l'autre côté, on va avoir, donc côté web, si on va dessus, l'index.php, qui cette fois-ci, comme on peut le voir, ligne 16, cette fois-ci, je ne change pas le code, et juste la ligne 16 où, au lieu de mettre le mot de passe en dur, je vais le récupérer juste en variable d'environnement. Donc comment ça se passe derrière pour récupérer tout ce secret? C'est au niveau d'un entry point que j'ai indiqué ici, donc sur le app.yml, donc mon application, mon Docker qui va lancer le app.yml. Je vais avoir en fait un entry point ici qui va lancer un petit script qui va servir de récupération de mon secret dans le vault. Et donc cet entry point est plutôt facile. Vous pouvez utiliser soit le vault binaire, soit des call API. Vous pouvez utiliser pas mal d'outils pour ça. Dans mon cas, j'ai utilisé curl pour vous montrer que c'est vraiment des call API et que on peut potentiellement le lancer tel quel et que après, vous pouvez y passer par un langage de programmation ou autre, peu importe. On verra plus tard à la fin de cette présentation qu'il y a un outil qui nous permet de simplifier pas mal la chose. Éviter de passer par ça, notamment. Donc, qu'est-ce que c'est? On va juste récupérer le role ID, secret ID. Donc, comment je le fais passer ici? Je triche un peu parce que c'est une démonstration. En temps normal, il faut utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec une CI/CD, avec une bonne injection du role ID, secret ID. Ici, quand je lance la commande Docker qui va lancer mon application, je passe en variable d'environnement le role ID et le secret ID que je récupère au travers d'un Terraform output, pardon. Donc, je fais un call API sur le Vault juste pour m'authentifier. Donc, je passe le role ID, secret ID. Je récupère ce token, le Vault token, et au travers de ce token-là, je vais récupérer mon secret qui est stocké dans le Vault. Donc, je refais un deuxième call API pour récupérer ce secret-là. Et une fois que je récupère ce secret-là, je vais exporter ça en variable d'environnement que je vais faire passer au démarrage de mon conteneur PHP. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, est-ce que l'application de tout à l'heure fonctionne mieux? Donc, j'ai là la step 0. Donc, sans faire exprès, j'avais lancé le Docker Compose sur le dossier web. Forcément, ça ne marche pas puisque le Docker Compose est un cran dessus. Donc, là, mon application web va juste afficher ça. Donc, elle se connecte sur la base de données MySQL, elle récupère les valeurs et elle affiche les valeurs de cette base de données. Très bien. Donc,
on coupe le serveur, enfin, on coupe les conteneurs, pardon. Docker compose down pour vous montrer que je coupe tout, et si je rafraîchis, voilà, ce site n'est pas accessible. Donc, on va passer sur la step 1, où j'ai extrait en fait ce secret-là, côté code, et je vais lancer mon infrastructure qui est composée ici du Vault, de la base de données, et du Terraform qui va aller configurer ce Vault-là. Donc, je vais accéder à mon Vault. Voilà, donc tout est lancé. On récupère bien ici, comme vous pouvez le voir à la fin, le role ID et secret ID. Et je vais aller me connecter sur mon Vault avec mon super mot de passe que vous aurez deviné. Donc une fois connecté sur le Vault, donc là je vais vous faire une petite action que normalement vous pouvez automatiser dans le process de la création de la base de données ou autre. Ici je le fais manuellement pour vous montrer, ok, j'extrais le mot de passe, le secret du code, et je vais l'insérer directement dans le Vault. Donc pour ça, je vais créer un secret. Ce secret-là, je vais l'appeler donc web, notamment, qui aura pour username dev, et le mot de passe, j'ai pas été inventif, là aussi dev. Donc à partir de là, j'ai inséré mon secret qui est sous forme de key value, je sauvegarde et je récupère bien donc mon secret. Donc si j'affiche username, on a bien dev, et le mot de passe ici, dev aussi. Très bien. De l'autre côté, mon application ne fonctionne toujours pas, hein. Donc là, on va aller cette fois-ci démarrer l'application. Donc j'utilise un makefile pour ceux qui sont sous Linux, mais le makefile fait des commandes assez basiques, hein, c'est juste pour accélérer. Comme vous pouvez le voir, au niveau de l'application, je récupère le role ID au travers d'un Terraform output. Décidément, j'ai du mal ce soir. Secret ID, pareil. Et ensuite, je le fais passer au travers d'un Docker Compose en variable d'environnement. Donc, je lance mon application qui récupère ce role ID, ce secret ID, qui va lancer l'entry point, hein, le vault.sh, va se connecter avec les calls curl qu'on a fait précédemment, récupère le secret et le passe en variable pour le site. Et donc, si je rafraîchis ici, eh ben, mon application fonctionne puisqu'elle récupère bien le bon mot de passe. Si jamais je stoppe le service en question et que je change le mot de passe ou autre, eh ben, on va se rendre compte que l'application ne fonctionne plus. On aura l'erreur que j'ai eue tout à l'heure quand je me suis trompé de folder. Donc voilà, là c'est à peu près ce que vous pouvez automatiser au travers de Terraform. Vous pouvez insérer directement ces secrets-là, que ce soit avec Terraform, un script ou des calls curl. La partie qui provisionne en fait votre infrastructure va générer un secret, et ce secret-là, vous pouvez le stocker dans le Vault. La problématique qu'on a maintenant, c'est la rotation. C'est qu'aujourd'hui, on a stocké ce secret-là, c'est très bien, c'est sous forme de key value, etc. Mais la rotation, quant à elle, ne changera pas. Et donc, par rapport à ça, il nous faut quelque chose. Donc, soit vous restez sur ce système statique de key value et vous avez des outils externes qui vont aller interagir avec le Vault, récupérer ces valeurs-là, updater le mot de passe et remettre à jour le Vault. Potentiellement, ça peut être le cas. Ou soit vous avez la possibilité, vous regardez sur les Secret Engine et vous voyez qu'il y a un Secret Engine qui correspond à votre use case. Et ça tombe plutôt bien puisque en effet, le Vault va avoir un Secret Engine qui est basé sur les bases de données. Et donc, comme on a pu le voir, donc, on a fait déjà les deux étapes, on devient un ninja un peu intermédiaire, on arrive à se cacher un peu dans l'ombre, à cacher les secrets dans l'ombre, mais pour le moment, on n'innove pas encore, on a encore des difficultés, on ne peut pas rester très longtemps dans l'ombre, sinon on va se faire repérer. Donc il faut rester dans l'ombre et toujours changer. Ça va être pareil pour nos secrets. Donc on a trouvé le secret, on l'a mis dans le Vault, c'est déjà les premières étapes. Maintenant, on va essayer de voir si on peut rendre ce secret dynamique pour que ça soit du secret as a service et que
bah, même moi, en tant que ops, je ne connaisse même plus le secret et que même mon application ne le connaisse même plus, sauf au démarrage où elle le récupère. Sur ce Secret Engine de base de données que j'ai pris comme exemple ce soir, comment ça se passe concrètement? Comment Vault arrive à faire une rotation de ce secret, etc. Alors, il n'y a plus vraiment de rotation du secret à proprement parler, c'est plutôt du secret as a service. Tu as besoin d'accéder à la base de données, Vault, Vault, je vais te fournir ces accès-là de façon temporaire avec un TTL. Première étape, mon application va contacter le Vault et va dire j'ai besoin d'accéder à ma base de données. Vault acquiesce, dit d'accord, va aller contacter la base de données en question, donc Vault au préalable aura des credentials admin, hein, qui va lui permettre de générer un utilisateur qu'on aura prédéfini, par exemple de read-only, un utilisateur de base de données read-only. On génère cet utilisateur-là et on va lui créer donc cet utilisateur-là avec username et password aléatoire. On va le rendre côté application. Donc, côté application, c'est juste un call curl, hein, comme on a vu. Je veux mon secret. Vault le répond. L'application va utiliser ce secret-là pour s'authentifier au niveau de la base de données. Et une fois que l'application a terminé de faire sélection base de données, il va demander à Vault de révoquer ses credentials. Si l'application, et ce qui arrive souvent, ne fait pas de révocation de son credentials, qui serait l'idéal, pas de souci, le TTL intervient et à ce moment-là, Vault, quoi qu'il arrive, va soit il y a une demande de révocation du secret, soit c'est Vault au bout du TTL qui va aller révoquer ce secret-là. Donc, ça demande pour l'usage du secret as a service de changer un peu le workflow applicatif. Si vous avez des applications qui contactent les bases de données, qui sont legacy et que vous posez la question à des équipes, comment je fais pour changer ce secret-là au travers de Vault? Comment ça se passe? Eh bien, dites-vous que la vraie question, c'est déjà l'application, comment elle va réagir lorsqu'on va changer un secret. Est-ce qu'il faut redéployer l'application? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut recoder l'application? Parce qu'on a déjà vu ce cas où le mot de passe est écrit en brut sur les applications legacy. Et donc, il faut changer le code, changer le secret et redéployer l'application. Donc, si vous êtes dans ce système-là, déjà, pour la rotation du secret, c'est déjà, que ça soit Vault ou pas, un challenge en soi. Et ensuite, dans ce mécanisme-là, on est sur un workflow qui change totalement où on va dire, mon application va de temps en temps contacter ma base de données et pour une durée d'1 heure maximum. Et elle va le faire de temps en temps. Voilà, une application ou plusieurs applications. Donc là, le workflow change, donc forcément, ça va nécessiter un changement au niveau du code. Et donc, on arrive à la deuxième étape qui est, maintenant j'ai mis mon secret statique sur Vault, je vais le transformer grâce au Secret Engine de base de données de Vault en dynamique, en secret dynamique, et quels sont les changements qui sont apportés, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Passage, magnifique vue du mont Fuji. Donc mon application ne fonctionne plus, mon Vault ne fonctionne plus non plus, pour vous montrer qu'ici je repars de 0 et que j'ai tout clean. Donc étape numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Premièrement, à noter, c'est qu'on n'a plus le vault.sh. Pourquoi? Parce que ici, on change de méthode. On va changer le code en lui-même, le vault.sh. Jusqu'à maintenant, c'était pour éviter d'impacter le code ou autre. Là, on change le workflow et l'application a besoin de se connecter au Vault pour récupérer son secret à la volée. Donc, pas que au démarrage. À l'étape numéro 1, ça fonctionnait parce que avant que l'application démarre, on lance le .sh qui va se connecter, récupérer le secret et lancer l'application. Là, c'est dans l'application, le workflow veut que mon application se connecte au Vault et récupère ses secrets à la volée. Donc pour ça, on n'a pas le choix, il faut changer le code. Donc pour ce faire, donc on a retiré le Vault.sh parce qu'il ne servait plus à grand chose. Les Terraform, pour les plus curieux, je vous laisse regarder à quoi ça ressemble. Et sur la partie web, qu'est-ce que nous avons? Donc tout le process est automatisé bien sûr côté Vault. Là maintenant, il n'y aura plus d'action manuelle, on ne va plus taper manuellement. Là, on va directement provisionner le Vault avec toutes les informations et on va faire aucune action, nous, en tant que Ops. Qu'est-ce qu'on a à faire? Pas grand-chose, tout est déjà terraformé. L'application a juste besoin de se plugger.
Là, on change un peu le code. Ici, je vous ai fait du PHP avec curl. Pourquoi? Pour vous montrer que c'est toujours des call API. Bien évidemment, il y a des SDK Vault qui existent sur plusieurs langages. Vous pouvez les utiliser. Ça vous simplifie énormément la mise. Au lieu d'utiliser autant de lignes en PHP, vous avez juste à utiliser 2 lignes, comme on a pu le voir précédemment. Je récupère en variable d'environnement quelques informations nécessaires pour le Vault, donc la Vault adresse, bien évidemment, et le chemin où est stocké mon secret. Le role ID, secret ID. Et ensuite, je vais faire deux calls API. Donc, le premier call pour m'authentifier. Donc là, c'est une démonstration de comment s'authentifier en PHP avec un curl en passant le role ID, secret ID. Et un peu plus bas, on va trouver ici voilà, que je vais récupérer mon secret. Donc là, je vais récupérer le Vault token et au travers du Vault token, je vais aller récupérer mon secret, d'accord, qui va changer à chaque fois que je vais me connecter à la base de données. Donc, je vais avoir username et password ici qui vont changer constamment. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, on va lancer l'infrastructure pour avoir une idée. Et là aussi, je me suis fait avoir. Donc, make infra. Décidément, avec le dossier web, ce soir. Donc, je lance l'infrastructure et je vais aller me connecter au Vault. Donc là, c'était mon application web, donc elle ne fonctionne toujours pas. Et mon Vault devrait être plus ou moins fonctionnel, toujours avec ce fameux mot de passe pour se connecter. On ne change pas une équipe qui gagne. Et là, je vois que potentiellement, j'ai un nouveau Secret Engine qui est apparu, qui est Database, que je ne peux pas sélectionner ou rien. C'est-à-dire que là, il y a un database qui a été configuré avec le MySQL, que je ne connais même pas, que j'ai même pas accès, que je ne sais même pas c'est quoi les secrets. Alors, il y a moyen, bien sûr, de récupérer, mais là, c'est pour vous montrer que on configure le Secret Engine et il se débrouille tout seul. On n'a même pas besoin de connaître le secret et l'idéal, ce serait pas de le connaître. Le Secret Engine Secret, ici, on va plus l'utiliser, on va le laisser à vide. Comme vous pouvez le voir, il est vide. Donc là, j'ai tout simplement rien configuré, tout est automatisé au travers du Terraform qui va provisionner mon code. J'ai lancé mon infrastructure et cette fois-ci, je vais lancer mon application. Mon application, même système, va se connecter, etc. Comme on a pu le voir. Et accède bien à ma base de données cette fois-ci. Donc j'ai mis un peu plus d'informations, notamment le database user ici. Je vois très clairement qu'il est variabilisé, qu'il change, c'est le Vault qui fait ça, et qu'il arrive au travers de cet identifiant à se connecter à la base de données, écrire, lire et l'afficher. Sinon, on aurait eu une erreur de connexion aux bases de données. Et donc, l'utilisateur et le mot de passe changent. Alors, dans la démo, à chaque fois que vous rafraîchissez la page, à chaque fois, ça génère un nouvel utilisateur. Donc, si je rafraîchis, vous voyez que chaque fois, les identifiants changent. Dans l'idéal, ce serait de mettre un TTL, bien évidemment, et de réutiliser celui-ci pour que derrière, on soit en capacité de se dire, j'ai un credentials qui va durer un jour, enfin une journée ou plusieurs jours, et que mon application le réutilise. Sinon, vous imaginez niveau base de données, nombre d'utilisateurs qui apparaît. Niveau Vault, si je rafraîchis, base de données est toujours grisée, donc je ne peux pas avoir accès au secret tel quel. Par contre, on va être en capacité de voir que au niveau des credentials de la base de données, côté web, j'en ai généré beaucoup. J'ai rafraîchi beaucoup, 2 fois mon navigateur. Et donc, si je rafraîchis encore une nouvelle fois, un nouveau utilisateur va apparaître ici, hop, base de données, credentials, secret, et un nouveau est apparu. Je peux révoquer avec le préfixe et dire, bon, voilà, je veux révoquer tout ça. Et là, tous les accès que j'ai générés au travers du Vault, donc notamment cet utilisateur-là, n'est plus accessible. Donc c'est très simple de révoquer soit un credential, soit un ensemble de credentials. Donc on peut fonctionner comme ça et dire, voilà, j'ai mon application web, je vais révoquer tous les credentials de mon application web, pas besoin. Donc ça, c'est des actions administrateurs côté Vault, bien entendu. Et ça permet de, s'il y a une faille de sécurité ou autre, de révoquer tout ça et de
cloisonner l'application et éviter les fuites d'informations ou autres. Comme je vous dis, il y a aussi le TTL, où Vault va aller supprimer l'utilisateur à la fin du TTL. L'idéal, c'est d'avoir toujours un utilisateur qui est là, mais si on a besoin de forcer la suppression, c'est possible. Donc, on a maintenant vu comment mettre les secrets dynamiques. Maintenant, il est l'heure de devenir donc un maître ninja. Donc, on a appris à se cacher dans l'ombre. On a appris à ne pas rester dans la même ombre et à chaque fois changer d'ombre pour éviter de se faire repérer. Maintenant, on va essayer de devenir un maître ninja et faire en sorte que on soit en capacité maintenant de chiffrer cette data-là et de dire, bah, même si la personne accède à la base de données, il y aura des informations qui seront chiffrées au niveau data et que bah, seules certaines applications peuvent déchiffrer cette data qui est sensible. Pour ça, je vais prendre deux applications et je vais parler d'encryption as a service côté Vault. Donc ici, l'idéal, c'est de se dire, bah, premièrement, le chiffrement, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut qu'il faut avoir des connaissances des fois en développement. Clés privées, clés publiques, etc. Niveau programmation, je dois chiffrer cette data-là avec cette clé-là. Et puis deuxième problème, où est-ce que je stocke cette clé-là? Clé publique, clé privée. Comment je distribue ces clés-là? Donc je dois distribuer la clé publique à d'autres applications pour qu'ils puissent la chiffrer. Voilà. Et pareil pour la rotation de cette clé, donc énormément de complexité. Avec le Vault, ben, on sait déjà qu'on peut centraliser tout ça, et notamment avec l'encryption as a service. Là, l'objectif, c'est de se dire, oh là là, mon application n'a pas besoin de connaître tout ça, mon application a juste besoin d'avoir de la data qui se chiffre et se déchiffre. Et pour ça, je vais avoir deux applications dans mon exemple, l'application A et l'application B. L'application A va juste chiffrer la data. Donc, imaginons l'application A, ça va être l'outil de management des salaires, des fiches de paye ou autres des salariés. Et cette application-là va écrire en base de données le salaire, mais cette fois-ci chiffré. Et l'application B, ça va être une autre application qui est gérée par une autre équipe qui va juste consulter notamment la fiche salarié, voir notamment pour la comptabilité ou autre, les différents salaires qu'a eu l'employé. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est que l'application A juste le droit de chiffrer la data et le stock dans la base de données. L'application B est juste en capacité de déchiffrer cette data. C'est possible de faire ça avec les policies dans Vault. Donc mon application A va aller envoyer de la data claire au Vault. Vault va chiffrer cette valeur-là et va renvoyer ça de façon chiffrée. C'est un call API, là aussi. À chaque fois, les flèches que je vous montre, c'est toujours un call API qui est derrière. Donc on fait un call API avec la data et on la reçoit chiffrée. On récupère cette data chiffrée et on va la stocker en base de données. Mon application B a besoin de cette data, donc il va accéder à la base de données, récupérer cette data. Il va envoyer cette data-là, donc un call API au Vault, qui va déchiffrer cette valeur-là, et va renvoyer cette valeur à l'application B, pour qu'elle puisse l'utiliser. Donc l'objectif, c'est vraiment, on a séparé les droits. L'application A peut seulement chiffrer et non déchiffrer. L'application B est en capacité de déchiffrer la data, mais ne peut pas la chiffrer. Donc on sépare les responsabilités, les rôles. Et en plus de ça, tout ce qui est rotation, stockage de la clé de chiffrement, etc., c'est géré côté Vault et non plus côté application. Et enfin, dernier élément, côté application, on n'a plus besoin de se dire, on n'a plus cette nécessité-là qui est de, j'ai besoin de développer ou d'utiliser des librairies de chiffrement-déchiffrement. C'est le Vault qui s'en occupe ici. On simplifie le code applicatif. Et donc, c'est la dernière démo qu'on va faire pour ce soir, qui est donc de mettre en place la troisième étape pour devenir un master ninja pour chiffrer cette valeur-là. Donc déjà, premièrement, je vais clean l'environnement et vous montrer qu'ici, les serveurs sont bien down. Donc mon application est down, mon Vault est down, très bien. Et je passe à l'étape numéro 3. Donc l'étape numéro 3, qu'est-ce qui change niveau Ops? Eh bien, pas grand-chose, on garde les mêmes choses.
Ce qui va changer, c'est juste d'un point de vue application, parce que là aussi, le workflow change, puisqu'on va aller contacter Vault en tant qu'intermédiaire qui va s'occuper de faire la partie chiffrement. Et donc, si on va sur mon index.php, je garde le même code que ce que j'ai vu précédemment. Donc, on a toujours une connexion de base de données en rotation, donc secret as a service distribué par Vault. Et on va juste rajouter une petite fonction côté Vault qui va s'occuper de chiffrer la data côté Vault et va la stocker en base de données chiffrée. À la suite de ça, donc c'est juste un call API qu'on fait. À la suite de ça, on va donc écrire cette donnée-là chiffrée et on va aller ensuite la lire et l'afficher. Donc on aura la data qui est sensible qui sera chiffrée de son côté. Donc je vais lancer l'infrastructure. Et donc infrastructure, qu'est-ce qui va changer? Donc ça va être notamment côté Vault, où le changement va s'opérer. Voilà. J'ai même pas le temps d'appuyer sur entrée que Vault est déjà up. Donc je me connecte avec mes identifiants et cette fois-ci je rajoute un nouveau secret engine qui est le transit. Et ce transit-là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai créé un transit de type web qui va consister à chiffrer, déchiffrer la data avec un système de version si jamais vous voulez faire une rotation de la clé de chiffrement ou pas. Voilà. Et donc vous pouvez versionner, mettre des règles, etc. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Je vais lancer mon application. L'objectif, c'est que là, je vais faire office un peu d'application B. Je vais récupérer cette data chiffrée et je vais essayer de la déchiffrer. On va essayer de voir en fait à quoi consiste cette data et quelle est sa valeur. Donc mon application est bien lancée. Je rafraîchis et je devrais avoir une valeur en plus qui s'affiche ici, qui est en effet l'ID 3 où cette valeur-là est chiffrée. Voilà, on ne connaît pas cette valeur-là. Donc si je rafraîchis, donc encrypted value, comme vous pouvez le voir ici, par Vault, donc si je rafraîchis, aussi bien mes credentials que mon secret est en rotation constamment. Donc on va aller essayer de découvrir quelle est cette valeur-là. Pour ceux qui ont vu le code, ils connaissent déjà. Donc je me connecte, voilà, sur la partie transit web. Je suis là pour déchiffrer la valeur. Je mets la valeur, je la déchiffre. La valeur qui est déchiffrée est en fait en base 64. En fait, quand on chiffre la data, on la code toujours en base 64, parce qu'en effet, ça peut être un secret qui peut être de type texte comme une image ou autre, en fait. Laissez votre imagination. Tant que vous codez en base 64, derrière, après, vous pouvez voilà, chiffrer. Donc, on a cette valeur-là, qui est du plain text, qui est en base 64. Et je vais potentiellement voilà, ouvrir un DAS 64 décode. Je prends le premier site en ligne. Et j'obtiens le fameux secret qui est ici, juste l'adresse IP locale, le hostname de mon application qui est 127.0.0.1. Ça peut être autre chose, ça aurait pu être top secret, etc. Voilà, ici, c'est juste une variable que je chiffre qui vont nous permettre justement, derrière, après, voilà, libre à vous de mettre ce que vous voulez, même une image si vous le souhaitez. Maintenant qu'on est devenu des Master Ninja, qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre du Vault? On a vu un peu l'ensemble du service, donc les secrets statiques, les secrets dynamiques, l'encryption as a service avec le transit. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on a à apprendre? En termes d'implémentation, ce que je vous ai montré ici, l'implémentation est certes automatisée un minimum avec le Terraform qui va provisionner le Vault, mais malheureusement, il y a encore beaucoup plus, on peut automatiser beaucoup plus, aussi bien au niveau code pour que c'est un impact minimum sur le code. Et pour ce faire, on a plusieurs outils. On a le Vault Agent qui aujourd'hui incorpore le Consult Template qui consiste en fait à, au lieu d'utiliser mon Vault SH ici, le Vault Agent, premièrement, va s'occuper de l'authentification avec le Vault.
Et deuxièmement, il est en capacité de templétiser un fichier et d'injecter les secrets dans ce fichier-là. Donc, qu'est-ce qu'on va potentiellement faire? Donc, mon application, avant qu'elle démarre, on aura le Vault agent qui va s'occuper de chercher ce Vault token, qui va le renouveler au besoin et qui va aller constamment mettre à jour mon fichier de credentials avec les valeurs de Vault en live. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose où on n'aura plus d'impact sur le code pour tout ce qui est authentification, créer un vault.sh, etc. Le Vault agent s'occupe de tout. Vous avez aussi un autre outil qui est un peu semblable à un Consul Template qui est Env Consul, qui s'occupe notamment de tout ce qui est mettre en variable d'environnement les valeurs, les secrets en variable d'environnement. Consul Template, c'est un fichier qui va templétiser. Env Consul, ça va être les variables d'environnement. Et enfin, vous pouvez même aller encore un cran au-dessus avec le service mesh de Consul au travers du Vault, où vous pouvez distribuer des certificats à la volée, chiffrer les connexions, etc. Vous pouvez faire énormément de choses. Il n'y a pas vraiment de limite quand vous combinez les outils d'HashiCorp, notamment avec Terraform, Vault, Consul, et j'en passe. Donc vraiment, la partie automatisation, tout ce qui est CI/CD, etc., etc., les méthodes d'identification, vous pouvez très largement automatiser ça. Là, je vous ai montré AppRole. Si vous êtes sur AWS, vous pouvez utiliser une méthode d'authentification AWS sans pour autant envoyer le secret ID et l'overlay. Le mot de la fin, c'est Trust Nobody, Not Even Yourself. L'objectif, c'est que vous arrivez à un niveau d'automatisation, même l'Ops, même le développeur. Plus personne n'est conscience en fait du secret. Le secret change constamment. Personne ne connaît ce secret-là. Il n'y a plus de fuite. Il n'apparaît plus sur le code. Personne ne connaît le secret et celui-ci change constamment. Donc ça permet de sécuriser, c'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas le secret, comment vous pouvez être en capacité de le propager? Plus d'envoi de mail, plus rien. L'objectif après, c'est bien sûr d'automatiser ce process au maximum pour que quand vous déployez une application, vous provisionnez le secret dans le Vault et que l'application au démarrage récupère ce secret-là de façon automatisée et de façon sécurisée. Comme ça, derrière, vous avez sécurisé l'ensemble de votre outillage et que potentiellement, c'est des certificats que vous voulez distribuer ou autre, la rotation se fait d'elle-même en fait. Et c'est plutôt pratique. Un dernier mot, je tiens à remercier quand même Christophe Gasny pour les photos du Japon. Donc son Instagram c'est Christophe Gasny attaché. Si vous souhaitez voir quelques photos du Japon plus que j'ai apprécié, qui est aussi un collègue des Revolve que je passe le bonsoir si tu es sur ce webinaire. Donc on va passer aux questions si vous en avez. Donc je vous remercie déjà d'être resté. Donc c'est le moment si vous avez des questions. Donc pour rappel, hein, l'ensemble des démonstrations que je vous ai faites ce soir sont accessibles au travers d'un GitHub, donc Mehdi Laruelle attaché. Hop, on revient au début de la présentation. Voilà. Donc pour ceux qui veulent accéder à ces démonstrations, le faire de votre côté, n'hésitez pas à télécharger le repo. Bien évidemment, c'est surtout un repo de test, de démo. Bien sûr, il y a sûrement des choses à améliorer. L'objectif, c'est que ça soit simple en termes d'utilisation, que vous puissiez réutiliser les démos. Et n'hésitez pas à me faire une mail request ou autre. Donc, on a une question de Fabrice. Nous t'écoutons. Allô? Oui, nous t'écoutons. Ah, pardon.
Ouais, parce que j'avais posé ma question en fait dans le chat. Bonjour. Oui, ma première question en fait, je voulais savoir où était stockée la clé de chiffrement du Vault. Alors, la clé de chiffrement pour la dernière démonstration. Non, non. En fait, c'est Le pour chiffrement stocker en interne fait tous au les Vault, c'est secrets ça? qui vont aller, enfin qui vont passer au travers du Vault. Il y a bien une clé quelque part en fait C'est pour les ça. chiffrer tout ça. Alors, il y a une clé en effet interne au Vault qui est utilisée. Cette clé-là, en fait, est loadée en RAM. Il y a en fait une méthode de ce qu'on appelle unseal Les qui secrets. consiste en, voilà, qui consiste en fait à générer cette clé de chiffrement-déchiffrement. Et cette clé-là est stockée en RAM du Vault. Et donc, en fait, on n'a pas accès à cette clé directement. C'est quelque chose qui est indépendamment de nous. On peut faire une rotation de cette clé, etc., mais on n'a jamais accès directement à cette clé. Elle est stockée donc en RAM durant le Vault. Donc, si jamais il y a un reboot ou autre, il y a ce qu'on appelle l'unseal, le processus Mais d'unseal quand cette clé qui en se met en fait, place. elle est stockée sur le file system avant que le Vault soit monté, c'est ça? C'est-à-dire au démarrage du Vault, le Vault va générer cette clé et va la mettre en RAM. Et ça ne va pas être stocké sur un fichier tel quel. Donc ça peut être stocké dans HSM. Alors ça peut être, alors les clés en fait qui vont générer cette clé de chiffrement, etc., peuvent être stockées dans un HSM. Et quand le Vault va démarrer, il va récupérer ces clés-là dans un HSM pour générer cette clé de déchiffrement. C'est le processus d'unseal D'accord, très que bien. j'ai pas parlé durant la présentation, qui est un peu technique. Vous avez toute une explication sur le site d'HashiCorp qui est donc vous tapez Vault HashiCorp unseal et vous allez avoir ce process-là. Ok. Une autre question. J'ai une autre question. Oui, j'écoute et je répondrai aux autres, j'arrive. L'autre question, c'est en fait, donc on comprend bien que côté Vault, l'idée principale en fait, c'est de stocker les secrets pour les applications. Est-ce que Oui. ça fait sens en fait de stocker d'autres types de paramètres dont on aurait besoin Alors tout ce qui est par exemple variable d'environnement et autres, c'est ça? dans l'application? Typiquement, Les, va- les variables d'environnement de ça pourrait être l'application? le DBHost, le DBName, etc. Alors, si c'est en relation avec un secret tel Exactement. quel, c'est-à-dire l'username, password, et qu'on a besoin de connaître Oui, tout ce qui est DBhost, en effet, on peut le rajouter. Tous les secrets en fait sont sous format JSON, donc c'est sous format de key value. Euh, et généralement, vous pouvez mettre en effet, donc comme je l'ai fait, username, password et DBOS si vous avez besoin. Comme ça, bah, en fait, vous pouvez récupérer votre secret et toute la chaîne de connexion liée à ce secret-là. Par contre, si vous voulez juste stocker des valeurs telles que des variables d'environnement, applicatif, dev ou autre, ça ne fait pas sens puisque c'est pas des secrets à proprement parler ou ce n'est pas lié à des secrets. Donc pour ça, on va utiliser un autre outil, notamment dans l'outillage HashiCorp, on a Consul qui fait très bien la fonctionnalité. Mais ça fait sens en effet. Pour la chaîne de connexion, ça fait sens de mettre le secret et en relation justement les variables hein, de ce secret-là. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. merci. Voilà. Donc on va passer aux autres questions. Donc, une question de Julien. Pour la partie Cypher, je l'ai fait depuis la console Vault, l'UI de Vault. Vous pouvez le faire avec un call API etc. Tout est possible, hein. En fait, l'UI, c'est juste des call API derrière qui sont simplifiés. C'est juste que j'ai le droit de faire ce call API. Donc, vous pouvez le faire, bien sûr, au travers d'un SDK, d'un call API, de l'interface graphique. Tout le process est automatisé. Surtout pour la dernière step, hein, j'ai juste simulé l'application B pour vous montrer, pour vous faire une démonstration. L'application A a bien stocké en base de données les secrets qui sont chiffrés et l'affiche bien tel quel. Alors, les liens utiles à vous communiquer par rapport au Vault.
la documentation d'HashiCorp Vault est très bien faite et je tire mon chapeau surtout sur la partie learning. Si vous voulez pratiquer sur le Vault, si vous voulez faire une introduction au Vault ou même utiliser des architectures de référence qui pourraient être utilisées en production, le learning de Vault côté HashiCorp est très bien fait. Vous avez même des vidéos dans certains cas. Donc je vous recommande donc la documentation qui est assez claire. Vous avez vraiment je vais vous montrer d'ailleurs. Donc, HashiCorp documentation. La documentation est vraiment bien faite. Vous allez avoir tout ce qui est concept interne et notamment la partie unseal que je vous ai parlé, comment ils sont unseal, etc., la rotation. Donc c'est vraiment les concepts de base, tout ce qui est internal ici, pour que vous compreniez vraiment bien la méthode de fonctionnement du Vault, surtout en termes de sécurité, comment il fonctionne, si vous avez besoin de faire des rotations, les télémétries aussi, les stockages intégrés, enfin voilà, toute cette partie-là, la clé de chiffrement, comment elle fonctionne, les méthodes, etc. Donc vraiment, vous pouvez faire un petit tour sur la partie internale. Ensuite, vous avez tout ce qui est concept, configuration qui est un peu plus poussée selon moi. Une fois que vous avez lu toute la partie internale, vous pouvez voir la partie concept, etc. Et surtout, vous avez le learning de Vault qui est vraiment très bien. Vous avez carrément un chemin à suivre, installation du Vault, démarrer le serveur, etc., etc. Et vous avez plusieurs même topics qui sont même des fois des topics avancés. Donc, vous voulez faire du Kubernetes avec du Vault ou autre. Voilà. Et même vous préparer à la certification à la fin. Alors, pour Parameter Store versus Vault, alors Parameter Store à proprement parler, donc qui est un service AWS, Parameter Store en fait vous permet de stocker des paramètres. Ce serait à peu près l'équivalent de Consul sur le stockage des paramètres tels quels. Il s'occupe normalement pas des secrets. Vous pouvez stocker en effet des paramètres, chiffrer ça avec une clé KMS, mais vous n'avez pas la rotation. Donc ce serait l'équivalent du key value de Vault, uniquement le key value, donc les secrets statiques. Donc si on parle de secrets statiques purs, à proprement parler, en effet, vous allez retrouver Parameter Store d'AWS qui va faire l'équivalent de ce qu'on va avoir avec Vault en termes de key value statique. Par contre, il y a un autre service côté AWS qui est beaucoup plus orienté sur la rotation des secrets, etc. C'est Secret Manager. Alors maintenant, quelle est la différence entre Secret Manager et Vault? Comme vous pouvez le voir, Vault fait énormément de choses, l'encryption as a service notamment, tout ce qui est authentification, etc. Vous allez avoir plusieurs méthodes d'authentification à votre Vault. Donc c'est un outil surtout collaboratif entre les équipes Ops, les équipes Dev, mais aussi les équipes de sécurité. Donc chacun va pouvoir se connecter avec des droits différents et faire des actions différentes sur le Vault. C'est un point central. Deuxièmement, c'est un outil qui est, on va dire, pas dépendant d'un cloud provider. Donc si vous avez plusieurs cloud providers, potentiellement utiliser plusieurs outils pour la gestion des secrets, c'est peut-être overkill. Donc une des solutions, ce serait, voilà, j'ai un environnement de premises, j'ai un cloud privé, j'ai un cloud public, j'ai besoin de centraliser mes secrets, je peux utiliser le Vault notamment. Et donc pareil, on a aussi d'autres rotations qu'aujourd'hui fait le Vault, la génération des certificats à la demande, Vault le fait. On dit que sur AWS, ça va être un autre service, etc. Donc ça vous permet de vraiment centraliser l'ensemble des outils, d'automatiser le process, etc. à la demande, sans être pour autant dépendant d'un cloud provider. Donc voilà, si vous avez encore quelques questions, c'est le moment, c'est l'occasion.
Je tiens aussi à remercier Julien Bichon ce soir, qui m'a aidé pour l'organisation de ce webinaire, qui est plus ou moins présent durant ce webinaire, donc je tiens à le remercier pour sa présence. Alors, Vault est open source. Tout ce que je vous ai montré ici, c'est de l'open source. Donc, non payant, vous pouvez accéder au code, vous pouvez contribuer, c'est écrit en Go, hein, pour les développeurs de Go, allez-y. Vous pouvez faire un tour. Donc, c'est open source. Bien sûr, vous avez des fonctionnalités après qui sont payantes, beaucoup plus poussées, notamment plus pour la partie entreprise, si vous avez besoin de faire tout ce qui est data replication, des problèmes de performance, des problèmes de compliance beaucoup plus poussés, vous avez besoin d'utiliser des HSM ou autres, et ben le Vault a ces fonctionnalités qui peuvent être payantes. Aujourd'hui, tout ce que je vous ai montré ce soir est sur l'open source et il reste encore plein d'autres choses à découvrir sur Vault. Mais voilà, tout ce que je vous ai cité est sur les slides open source. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents pour ce webinaire et j'espère que celui-ci vous a plu. Il y a d'autres webinaires aussi dans la boucle. Donc, il y a des webinaires de sécurité qui sont prévus, notamment avec un de mes collègues AD2 ici, Jérémy Redon, qui en a fait un aujourd'hui, notamment sur KMS d'AWS. Donc, n'hésitez pas à taper donc forcément, hop, Revolve sur notre site. Plutôt même, on va simplifier revolve.team. Et donc, vous pourrez accéder dans la partie formation. Donc, on donne aussi des formations, je vous l'ai dit, un côté AWS ou autre. Donc, si vous êtes intéressé par des formations ou autres, c'est l'occasion. Et si vous êtes intéressé par les webinars, c'est aussi l'occasion d'aller découvrir ça dans cette partie-là. Je vous remercie à tous d'être présents ce soir et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci et au revoir.